Cité de la coordination en santé avec vous, encore aujourd'hui et demain. J'ai ouï dire par la presse internationale que la journée d'hier fut très riche. On a des photos déjà qui circulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un programme dense, varié, riche, passionnant, vous allez le voir, des conférences, des interventions, des tables rondes. L'important, c'est de vous dire que vous allez pouvoir participer. Sont 2 journées très interactives qui vous attendent aujourd'hui et demain. Vous allez pouvoir poser des questions, participer, interpeller les intervenants à cette tribune tout au long de la journée. Matinée très riche. Voilà, vous l'avez fait vous-même. J'allais vous demander de ne pas prendre une place sur 2 dans la salle. Donc c'est bien, vous vous êtes bien regroupés. Il y a encore de la place devant pour ceux qui le souhaitent. Je vous précise, dans la mesure du possible, de bien vouloir éteindre les téléphones portables. Et par contre, vous pouvez arroser les réseaux sociaux pour dire à quel point ces universités de la coordination en santé sont le rendez-vous incontournable de cette fin d'été, on est d'accord. Donc Instagram, Twitter, allez-y, postez des photos et des commentaires. Je ne vais pas faire plus long. Dans quelques instants, on aura l'intervention de M. Philippe Saltel, qu'on a le grand plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous ce matin. Mais on va déjà démarrer cette matinée par quelques allocutions d'ouverture. Donc je voudrais qu'on accueille très chaleureusement à la fois Jacques Martini, président de la Fédération Réseau Occitanie. Merci de l'accueillir. À ma droite, Étienne Moulin, vice-président du conseil départemental du Tarn en charge de la santé. Merci de l'accueillir également. Et puis Pascal Durand, directeur des projets et directeur du premier recours à l'ARS Occitanie. Merci d'être là. Je vous passe la parole en premier lieu, Monsieur Martini, pour ouvrir cette seconde journée. Très bien, merci beaucoup, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir cet amphithéâtre quasi plein. C'est the place to be, comme disait M. Durand, mais j'espère qu'on va pouvoir répondre à l'attente. C'est la 3e édition des universités de la coordination santé, mais, alors j'espère que ça va fonctionner, c'est la première édition sous l'égide de la FACS Occitanie. Et on va vous montrer le nouveau logo, j'espère, je ne sais pas, je ne le vois pas derrière moi. Puisque nous sommes une nouvelle fédération depuis peu, qui s'est adaptée au nouveau paysage, je dirais, de la santé en Occitanie. Alors, des remerciements, bien sûr, parce que sans le travail et la collaboration de beaucoup de personnes et de beaucoup de structures, nous n'aurions pas pu organiser ces universités. Tout d'abord, merci à l'Institut national universitaire Jean Champollion de nous accueillir depuis le début, en particulier à sa directrice, Madame Christelle Farinck, et Elias Lamine, alors je ne sais pas s'il est là, mais il était là hier avec nous, pour leur accueil et pour la mise en place de la technique, de tous les équipements techniques et l'organisation technique, et en particulier Hervé Pingot, qui est là depuis le tout début de ces universités. À Filieris, un grand merci à eux de nous accompagner depuis le début pour l'investissement et son soutien dans cette démarche université de la coordination en santé, par l'intermédiaire de Jean-Marie Garcia et Stéphanie Fierretto. Nous sommes à Albi et je remercie la ville d'Albi, sa mairie, son maire, Madame Stéphanie Guéraud-Chaumeil. Je pense que certains ont découvert hier la qualité de vie et la beauté de cette ville, charmante, dans ce territoire, peut-être un peu perdu pour certains d'entre vous qui viennent de loin, mais globalement avec une belle découverte. Je remercie aussi la présence de Thierry Moulin pour les représentants du conseil départemental du Tarn, cher confrère aussi, puisque c'est le conseil de l'ordre du Tarn, de sa présence et puis de son soutien pour cet événement qui, là aussi, nous concerne tous. Je tiens particulièrement à remercier l'Agence régionale de santé, Pascal Durand, Céline Saintin, pour leur engagement dans cette démarche que nous avons vécue ensemble et surtout pour la confiance qu'ils nous ont accordée durant cette période. C'est très intéressant d'avoir une riche collaboration ouverte, saine, pour favoriser le développement, en particulier des dispositifs d'appui à la coordination. Je les en remercie parce que c'est des moments rares qu'il faut souligner. Et puis, je remercie aussi le directeur départemental à Moucadour. Le soutien d'Hospimédia et de Concours Médical est toujours présent et donc on les remercie chaleureusement. Et puis le comité d'organisation
qui regroupe beaucoup de structures, beaucoup de personnes qui se sont investies. La FEAP, par l'intermédiaire de Philippe Jourdi, la FORMS, par l'intermédiaire de Camille Ricard, la FNEAD avec Pierre Perruchot. Olivier, je l'ai vu, pour l'URPS. Merci de ta présence, merci de ton engagement aussi au sein du bureau de la Fédération. Et c'est toujours très riche et je crois très positif. Sabine Bell aussi, je ne l'ai pas vue, mais je ne sais pas si elle est là, mais pour l'URPS pharmacien. France Asso Santé, la FHS, par Sandrine Courtois. Et puis leur travail qui a été réalisé pour le comité d'organisation, dans le cadre du comité d'organisation. Cette journée démarre, mais hier, nous étions avec la FACS nationale. Je les remercie aussi pour leur investissement. Gérard Mink, qui était là et qui nous a concocté une belle journée hier. Eliane Abraham, Muriel Rodier, Myriam Cholet, Sylvia Elric Métayer, Marion Bru et Marc Weissman. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe de Diabète Occitanie parce qu'ils se sont investi fortement pour la réalisation de ces journées, l'organisation, la qualité, l'absence de couac. Et hier, il n'y a pas eu de couac, donc on est ravis puisque la journée s'est bien passée. Et Vanessa, que je remercie particulièrement, qui est notre grande prêtresse des universités. Je crois qu'elle rêve université de la santé, mais cette nuit, elle a bien dormi, m'a-t-elle dit, donc on est rassurés. Et je remercie Céline Osral qui a bien collaboré avec elle et toute l'équipe, merci. Et merci à Boris de nous permettre d'assurer ce travail d'équipe, de faire le lien avec la FACS nationale et de nous avoir permis de découvrir la ville d'Albi. Alors, je tiens aussi à remercier les intervenants qui vont participer et nous faire vivre ces journées. Alors, ces journées, elles sont plutôt complémentaires par rapport à ce qui a été exprimé hier. Moi, je trouve que c'est un moment de respiration dans une période un peu compliquée où tout le monde a été le nez dans le guidon, à fond. Il y avait des échéances, il y avait des conflits à gérer, des difficultés, je dirais, dans tous les domaines. Et puis là, on est à un moment où on va pouvoir partager, échanger. On est nombreux. On est ravis hier d'avoir entendu, d'avoir partagé avec d'autres structures hors Occitanie. Ça fait du bien de comparer et de pouvoir partager ensemble nos projets, mais aussi nos difficultés. Et je pense qu'on arrive là, dans ces 2 journées, sur l'approche plus terrain, plus proche du cœur, je dirais, du métier, l'éthique. Ça paraît lointain, mais c'est essentiel. À mon avis, c'est un moment privilégié. Les coopérations territoriales à développer, le décloisonnement, on va discuter, le partage de l'information, un enjeu majeur. Et puis les ateliers qui sont plutôt ciblés sur des expériences de terrain, des retours d'expérience, des outils, des modalités de prise en charge qui vont être présentées et discutées ensemble. Donc je pense qu'on va pouvoir avancer un petit peu plus dans ces échanges. Alors j'espère que les journées seront riches, ça dépendra surtout de votre participation et de vos échanges, mais je pense qu'on est parti sur une bonne voie. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Pour cette période d'août, il fait très chaud, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans une piscine, et j'espère qu'elles vont vous apporter ce que vous attendez. Le challenge est relevé. Merci encore à toutes et à tous, et belle journée d'université. Merci beaucoup, M. Martini. Et je vous passe la parole, M. Moulin. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie déjà de votre présence. Et je remercie aussi surtout Boris Duponchel de son invitation. Il m'a demandé de vous faire un petit point d'introduction. Rassurez-vous, qui sera très bref, au nom du département du Tarn, partenaire de cette manifestation. Donc moi, je suis le docteur Étienne Moulin, je suis le président du conseil du Tarn de l'Ordre des médecins, mais je suis surtout conseiller départemental élu sur le canton Albi 4, délégué à la santé et en charge du plan Tarn Santé, entre autres. Il y a beaucoup d'autres actions au département qu'on ignore souvent, comme la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, à destination des aidants, l'habitat partagé, l'habitat inclusif qui est tout neuf et pour lequel on est pilote sur la France par le nombre de projets. Le plan Tarn Santé, c'est une volonté forte engagée depuis 2016 par le département et par le président Christophe Ramon pour fédérer toutes les bonnes volontés dans un contexte démographique très morose, dans le but de valoriser l'exercice de la médecine et en particulier des soins coordonnés dans le Tarn et d'inciter ainsi les praticiens à y exercer.
Certes, on travaille sur l'attractivité globale du Tarn, qui est un département au potentiel remarquable, et pas seulement touristique, mais on travaille en particulier sur l'attractivité médicale en soutenant par tous les moyens, tant que faire se peut, le dynamisme de confrères passionnés par le développement des structures de soins coordonnés, plébiscités par nos jeunes confrères. Et ils sont nombreux, vous en verrez cet après-midi. Il y a le docteur Théo Combe, Claude Corbaz, Florent Canal, le pharmacien Bernard Champanet, Didier Doubax, un infirmier, Margot Bayard, des jeunes qui prennent le relais dans cette dynamique de coordination comme Étienne Cornu. Donc la santé, c'est normalement, vous le savez, une compétence régalienne de l'État, c'est-à-dire qu'on n'a rien à y faire en tant que département, mais beaucoup de communes, communautés de communes, départements, régions se sont finalement attribuées des compétences dans ce domaine, en lien bien sûr avec l'ARS, les URPS, les ordres professionnels, la CPAM. On ne peut pas attendre les bras ballants que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ce n'est pas soutenable face à l'angoisse exprimée par les concitoyens qui voient s'effondrer devant eux le système de santé qui était encore qualifié en 2000 de meilleur système de santé du monde. Alors ensemble, il faut agir, certes, d'abord pour pallier la carence par des exercices coordonnés bien compris, des protocoles de coopération, le développement de la pratique avancée, la télésanté, mais pour moi qui doit être adossée aux structures coordonnées existantes du territoire et à venir, et ensuite pour s'adapter aux exigences bien légitimes de nos jeunes confrères. Et un des axes retenus en coopération avec Carole Delga, la présidente de région, et le professeur Vincent Boune, son délégué à la santé, vice-président, c'est le salariat. Le département du Tarn va être le 3e département d'Occitanie à rejoindre un GIP, et déjà 6 installations de jeunes confrères salariés sont en cours de finalisation, toujours dans un contexte, bien sûr, d'exercice coordonné en groupe. Par ailleurs, le département a finalement voté ma proposition de création de bourses d'études avec contrat d'engagement, dans un premier temps, certes, en direction des internes, mais nous ne nous interdisons aucune piste, comme étendre ce dispositif éventuellement à la formation d'IPA comme en Isère, en fonction des besoins exprimés, et toujours en coordination avec les ordres professionnels, les professionnels de santé, les CPTS en particulier, et tous ceux qui sont concernés par ce mode d'exercice. C'est en fait ensemble que nous construisons le système de santé de demain, forcément en exercice coordonné des différents professionnels de santé, mais pas que professionnels de santé. Je vous parlais de l'habitat inclusif, par exemple, avec un lien ville-hôpital qui doit absolument être renforcé, dans le but de maintenir au plus près des habitants une offre de soins pour tous, partout, de qualité, gratuite, pour toutes les générations. Alors bravo pour votre engagement et votre présence. Bon travail pour cette université. Je ne pourrai malheureusement pas y assister sur toute la journée car j'ai des consultations et vous connaissez le contexte démographique. Si j'annule 36 consultations aujourd'hui, je vais avoir des soucis et mes patients aussi. Voilà. Donc je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, Monsieur Moulin. Monsieur Pascal Durand, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors le représentant de l'Agence régionale de santé intervient, donc première supercherie, je me suis aperçu que la photo d'identité n'était pas du tout actualisée. Effectivement, on se dit, mais est-ce que c'est bien la bonne personne qui parle ? C'est le danger de ne pas actualiser son profil LinkedIn en direct, ça, et donc je tiens à dire que non, il n'y a pas de malveillance derrière ça, c'est juste un peu de négligence dans ma communication personnelle. Mais bon, donc merci d'abord évidemment à la Fax de nous avoir invités à intervenir lors de cette journée. Je ne vais pas être très long non plus également puisque vous avez gentiment décidé de nous inviter à participer à une table ronde cet après-midi, donc on aura l'occasion de revenir sur plusieurs sujets en début d'après-midi, mais surtout félicitations dans l'organisation de ces universités à avoir réussi à motiver autant de participants d'horizons divers, puisqu'on a droit à des participants de
toutes les régions de France, de métropole et d'outre-mer, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment très enthousiasmant de pouvoir être parmi vous au sein d'une assemblée aussi diverse, riche, et qui permettra évidemment, j'en suis sûr, un partage d'expériences extrêmement intéressant. Alors, comme l'a dit Jacques Martini, effectivement, ces temps-là sont des temps précieux de prise de recul par rapport à un quotidien qui est très chargé. En Occitanie, nos échanges avec la FACS et tous les acteurs au quotidien sont tournés vers l'action. D'ailleurs, ce qui est notable, c'est que, au moins dans cette région, pour partager notre expérience et lancer les réflexions de chacun, on n'a pas beaucoup de débats sur les sujets de stratégie globale, pourquoi on intervient, qui suis-je, dans quelle étagère, etc. Ça c'est réduit plutôt au strict minimum. On est assez spontanément aligné sur la finalité de nos actions, et ce qui nous occupe au quotidien, c'est plutôt la question de la stratégie opérationnelle, c'est-à-dire comment on fait pour embarquer, et c'est votre souci du quotidien, comment on fait pour embarquer tous les acteurs dans nos projets très vastes de coordination sur une région à 13 départements, sans qu'on ait de trous trop importants dans la raquette. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Ça nous questionne sur la façon de porter le sens de notre action auprès des acteurs de terrain. C'est assez fondamental. Et dans ce cadre-là, le fait de pouvoir bénéficier d'universités qui reviennent assez fondamentalement sur plusieurs aspects de ces conduites de projets que vous menez au quotidien, c'est particulièrement précieux. Alors le cœur de cette stratégie opérationnelle cette année, dans le contexte, ça a été la mise en place des DAC, on y reviendra. Pour nous, une sacrée aventure, des remerciements appuyés qu'on a déjà partagés, mais aux préfiguratrices et aux préfigurateurs de ces dispositifs d'appui à la coordination dans les 13 départements. Ces DAC sont en place au moins sur le plan des structures dans chacun des 13 départements depuis le début de l'été. Nous avons réalisé ce projet, je l'espère, en dépassant les dimensions purement technico-administrative et uniquement dictée par la loi pour, je l'espère, avoir réussi à s'inscrire dans une véritable dynamique de projet et de services à destination de la population et des professionnels de santé qui vont avoir recours à l'ensemble de ces services. Donc on a encore beaucoup de travail et d'ailleurs tous les partenaires mobilisés, dont la FACS, mais également un certain nombre d'opérateurs qui sont devenus partenaires, qui nous appuient juridiquement, techniquement dans la conduite de projet pour faire en sorte que ces structures fonctionnent, ont encore pas mal de travail devant eux. Et pour terminer là-dessus, et terminer mon intervention, c'est vrai que évidemment que la mise en place de ces dispositifs n'était pas une fin en soi, mais par contre pour nous, il concourt très favorablement à une organisation territoriale de l'offre de santé qui a besoin d'une meilleure lisibilité, d'une meilleure accessibilité à la fois pour les patients et les professionnels de santé. Enfin, nous, si on s'était engagé assez rapidement sur ces sujets-là à l'occasion du précédent projet régional de santé, enfin celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une revendication très forte et un besoin très fort d'une meilleure lisibilité de tous les dispositifs existants, parce que à multiplier les dispositifs, finalement, on isole les acteurs et notre sujet, c'est d'essayer de rompre cet isolement pour en faire bénéficier au maximum l'ensemble de la population. Donc les DAC dans le paysage structurent notre organisation territoriale, et nous avons en parallèle vis-à-vis des professionnels de santé libéraux en lien avec le secteur hospitalier et médico-social, la mise en place des CPTS qui en Occitanie bénéficient d'un partenariat assez étendu avec l'ensemble des URPS, assurance maladie et l'ensemble des acteurs facilitateurs impliqués sur le terrain pour essayer de faire émerger l'ensemble de ces structures de coordination. DAC plus CPTS, c'est incontournable. Nous allons avoir, et nous avons à très court terme, des enjeux très très forts, notamment sur la prise en charge de la demande de soins non programmés.
Et là, à la fois CPTS et DAC, en plus de tous les sujets de parcours évidemment qui viennent spontanément à l'esprit, ont un sujet commun de travail très important. C'est un sujet qui est d'actualité, qui fait beaucoup de bruit, d'engorgement des urgences, au surbooking effectivement des professionnels de santé libéraux. Et pourtant, nous sommes convaincus, en tout cas à l'agence et avec la plupart de nos partenaires, que des solutions sont à portée de main et pas forcément d'ici la Saint-Glinglin. Limiter et faire baisser la pression sur les urgences, c'est travailler sur l'amont et travailler sur l'aval. Et bien, travailler sur l'amont et travailler sur l'aval, c'est le boulot des DAC et des CPTS. Donc, compte tenu de la pression aujourd'hui vécue sur le système hospitalier qui, avec une réorientation d'un certain nombre de patients qui doivent et peuvent être pris en charge en ville, on doit pouvoir, et on commence à avoir quelques expériences probantes sur le sujet, on doit pouvoir assez rapidement, et quand je dis assez rapidement, c'est d'ici les 6-8 prochains mois, on doit pouvoir assez rapidement soulager la pression. On ne réglera pas un certain nombre de sujets de fond, évidemment, dans ce délai-là, mais au moins soulager la pression pour pouvoir se concentrer sur d'autres sujets et éviter d'être trop pollué par cette actualité extrêmement prenante et très angoissante pour nombre de nos concitoyens. Donc la dynamique est là, la dynamique est forte, les enjeux sont importants. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir compter sur l'engagement de chacun pour animer nos dynamiques territoriales. Nous, on est centré là-dessus. Évidemment que la coordination ne va pas tout régler dans le contexte sanitaire dans lequel nous sommes. Évidemment, ça serait trop facile d'une certaine manière. Mais pour autant, elle est un support indispensable à l'animation de ces dynamiques territoriales qui seront évidemment à court terme et à moyen terme les moyens de trouver les solutions les plus appropriées pour nos problématiques de terrain. Bons travaux, bonne journée et garder cette dynamique, ça fait vraiment plaisir et en ce début d'été et en veille de rentrée, c'est vraiment extrêmement dynamisant. Merci beaucoup. Merci messieurs pour ces allocutions d'ouverture. Oui, bon, voilà, le premier. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Premier lapsus, alors là, ça préaugure d'une riche journée. On va accueillir tout de suite, parce qu'on l'a dit, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec cette matinée spéciale éthique et situation complexe. Je voudrais accueillir Philippe Saltel et Marc Weissmann sous les applaudissements de la foule en délire. Alors, on va entendre dans un instant l'intervention de Philippe Saltel qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce matin. Mais je voudrais passer la parole tout d'abord à Marc Weissmann, directeur des antennes centre et nord du DAC MRSI en Isère et président de la Fédération éthique de l'agglomération grenobloise, pour un petit propos liminaire, introductif. Ça va, monsieur Saltel ? Ça va. Bon, restez avec nous. Marc, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Pour ceux qui étaient là hier, ça va très bien. Je suis redescendu. J'ai loupé un épisode. Alors, il y a eu beaucoup de remerciements. Je voudrais remercier très sincèrement le comité d'organisation qui, quand je lui ai dit et si on parlait éthique, et si on prenait un temps de réflexion ensemble, a dit banco, on le fait. On est dans un contexte tous d'organisation, de réorganisation. On a parlé fusion, absorption, création. On a parlé CS, formation, PPCS, convention collective, Ségur de la santé. On est tellement pris par nos organisations que je voudrais qu'on revienne sur le sens. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de faire ce matin ensemble, c'est de prendre un temps pour nous dire ensemble, on fait un métier qui a du sens, et ce sens, on ne va pas le perdre, et on va le revendiquer, et on va prendre tous les outils qui nous permettent de l'affirmer. Et je crois, et avec Philippe on croit, que dans ces outils, il y a la réflexion éthique. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas ce qui fera qu'on réussira nos missions, mais c'est un outil, c'est une aide, c'est ce qui nous permet
face à la violence des situations qu'on rencontre, face à la charge qui pèse sur nos équipes, ou qui pèse sur vous, pour ceux qui sont dans les équipes opérationnelles, eh bien c'est un outil qui a du sens et qui est aidant. Aidant pour la personne, il me semble, et aidant pour nos équipes. Voilà, donc la journée, enfin la matinée, ça va prendre cette forme-là. Une intervention de Philippe qui va un peu remuer nos neurones sur les notions éthiques, qui va un peu nous interroger. Et vous allez voir, Philippe ne parle pas fort, mais ses propos sont forts. Et ensuite, et là je remercie l'équipe qui a bien voulu y participer, on va faire, sur une situation qui va vous être présentée, on va faire un temps de réflexion éthique aidé par des personnes de l'Assemblée qui sont là, à qui on a échangé, qui sont prêtes à faire ce temps-là, et on va faire comme un petit comité éthique. Ce n'est pas un comité éthique, c'est un temps de réflexion éthique autour d'une situation complexe, et on va voir ensemble, donc vous allez un peu assister dans un premier temps à ce temps-là, pour voir ce qui peut émerger et en quoi c'est aidant, en quoi ça nous aide à nous poser des questions. À l'issue de ce temps, il y aura peut-être quelques questions si le temps nous le permet, et il y aura une pause, et pendant la pause, les membres du groupe de réflexion vont rédiger un petit avis, vont donner quelques grandes lignes, et à ce moment-là, après la pause de 11 heures, on aura pendant une demi-heure un temps et de présentation d'avis et d'échange, de questions et d'échanges entre nous, vous, avec Philippe, peut-être aussi sur l'intervention de Philippe, bien sûr, toutes les questions, et vraiment, je souhaite que ce temps, qui est quand même assez long, soit vraiment un temps où on peut poser les questions qui nous prennent un peu au fond du cœur quand même, parce que c'est ça aussi notre métier, quoi. Voilà, donc merci à Philippe, et puis à toi la parole. Alors, une petite présentation. Merci beaucoup, Marc, et on vous retrouve tout à l'heure. Donc, je vous l'ai dit, Philippe Saltel nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Il est professeur des universités de philosophie morale, Université Grenoble-Alpes, président du comité éthique du CHU de Grenoble. C'est pas simplement un théoricien. Monsieur Saltel nous propose une petite présentation d'une vingtaine de minutes, 25 grand maximum. Qu'est-ce que l'éthique de l'assistance et qu'est-ce que l'éthique du soin? Je vous laisse la parole. Et comme l'a dit Marc, à l'issue de sa présentation ou de la séquence avec vous, on ouvrira, gardez vos questions au chaud, on pourra les adresser à Monsieur Saltel. Merci de l'accueillir une nouvelle fois. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'être là. D'abord parce que je suis toulousain, donc c'était l'occasion de revenir dans le sud-ouest après 24 ans à Grenoble, qui pour un homme du sud-ouest est quand même une ville très étrange. Comme le dit un sketch Fernand Reynaud, tous des sportifs, tous des prétentieux. Donc on est bien content de revenir un peu les pieds sur terre et non pas simplement le regard vers les sommets. Comme nous avons à Grenoble, mais je suis très content d'être à Grenoble aussi, une grande université, ville étudiante très vivante, et dans laquelle il y a beaucoup de travail autour de l'éthique médicale et de l'éthique dans le monde médico-social, un travail très avancé. Je participe à plusieurs comités d'éthique. Et puis très content d'être ici, faire un peu de philosophie avec vous, ça va vous rappeler vos années de terminale. Et puis aussi, quand j'ai écouté les conversations et un petit peu les comptes rendus de la journée d'hier, et entendu tous ces acronymes, là, c'est terrible, ça m'a rappelé le service militaire dans lequel il y a tellement d'acronymes qu'on ne comprend pas, tous ces acronymes que vous maniez avec tant de dextérité, je me suis dit que finalement la philosophie c'était très simple et relativement plus facile. Alors je risque d'enfoncer des portes ouvertes en parlant d'éthique avec vous, et je vais commenter quelques petites diapositives que j'ai préparées pour vous. Voilà. Alors, commençons par le début. On emploie beaucoup le mot d'éthique aujourd'hui, à la place du mot de morale. Et c'est vrai qu'il faut remettre un peu les points sur les i quand on se demande si l'éthique et la morale c'est la même chose. Immédiatement, les gens répondent non, ils ont tort. Ils ont absolument tort, parce que éthique vient du grec ethos, qui signifie le comportement. Morale vient du latin mores, qui signifie le comportement. Donc c'est un doublé, ce qu'on appelle un doublé. Dans une langue bien faite, il n'y a pas de doublé.
La langue, c'est un système économique qui se règle lui-même, par lui-même, qu'on ne règle pas par décret, je le rappelle, parce qu'on a tendance à vouloir modifier la langue par décret, ça ne marche pas. C'est les gens qui modifient la langue, c'est l'usage. Mais la langue, elle a une véritable économie, donc en principe, il n'y a pas de synonyme parfait dans une langue, c'est pas possible. Il y a toujours un distinguo entre deux termes. Or, là, de fait, éthique et morale, ça signifie la même chose, c'est la réflexion sur le comportement. Voilà. Alors, comme ça signifie la même chose et qu'une langue est économique, on a quand même, nous, les philosophes, qui nous mêlons de ce qui ne nous regarde pas, on a quand même, sur l'instigation d'un grand philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui a eu à un certain moment un petit assistant qui s'appelait Emmanuel Macron, ce grand philosophe, dans Soi-même comme un autre, a précisé qu'on pouvait faire un usage distinct des termes et des notions d'éthique et de morale. Je parlerai plutôt de notions que de termes, parce qu'il faut penser que derrière les mots, il y a des conceptions, il y a des concepts, des manières de voir le monde, et que c'est ça que ça signifie quand même. Voilà, les mots. Donc, j'ai peut-être manqué une... Non, je n'ai pas manqué. Bon. Donc, on consacre en principe, sur l'instigation de Paul Ricoeur, la notion d'éthique à l'inquiétude qui concerne le bien, c'est-à-dire à l'inquiétude d'une valeur, et qui est une valeur parmi d'autres. La valeur esthétique, c'est le beau, la valeur de la connaissance, c'est le vrai, la valeur de l'action, c'est le bien. Donc, l'éthique, on dit qu'elle est la réflexion sur ce qu'il est bien de faire. Et le bien, je le disais, est une valeur, et même c'est une valeur absolue. Alors ça, c'est une chose qu'il faut expliquer quand même. C'est que les valeurs, elles sont absolues ou elles sont relatives. Voilà. L'argent est une valeur relative. Et d'ailleurs, l'argent a une valeur relative, puisque sa valeur fluctue. Et c'est une valeur relative parce que c'est une valeur qui permet d'obtenir d'autres choses qui valent. Par exemple, de la nourriture pour les gens qui ont besoin de se nourrir et qui n'ont pas d'argent. Il leur faut d'abord de l'argent pour accéder à la nourriture. Donc l'argent a pour eux une valeur, parce que ça leur permet de manger. Voilà. C'est une valeur relative. Une valeur absolue, c'est une valeur qui est tout à fait au bout de la chaîne, en fait. C'est ainsi que, je ne sais pas moi, l'apprentissage d'une technique, c'est une valeur pour l'artiste, mais au bout de la chaîne, il y a la beauté, qui est son but, quand même, de produire de la beauté. L'apprentissage des méthodes, c'est une valeur pour le scientifique, mais au bout de toutes ces valeurs, il y a son but, qui est de produire de la vérité, de produire du savoir. C'est ça la valeur absolue de la connaissance. Eh bien, dans l'action, quand même, la valeur absolue, c'est de bien faire. Et il y a plein de valeurs relatives pour bien faire. La compétence, c'est une valeur, parce que ça nous permet de bien faire. Voilà. L'attention, c'est une valeur. L'attention en un seul mot, c'est une valeur, parce que effectivement, si on est attentif, on a plus de chances de bien faire. Donc, je prends un exemple qui est emprunté à un petit philosophe qui s'appelle Kant, allemand de surcroît, qui prend l'exemple d'un marchand honnête, mais qui est honnête par intérêt. Alors, honnête par intérêt, ça veut dire qu'il est honnête avec ses clients, parce que comme ça, il sait qu'il peut les garder. Mais si vous êtes un client et que vous lui dites que le lendemain, vous allez déménager, et donc vous ne serez plus client de son commerce, eh ben, s'il peut vous voler, il va vous voler. Et puis, si vous êtes un enfant et que vous ne savez pas compter, s'il peut vous donner des pièces qui ne sont pas les bonnes, il va le faire. Et si vous êtes un peu myope ou un peu âgé, ou que comme certaines personnes âgées, vous lui transmettez directement votre porte-monnaie pour qu'il prenne dedans ce dont il a besoin, il va vous tromper, parce qu'il ne pense qu'à son intérêt. Son but, c'est son intérêt. Donc un marchand honnête qui est honnête pour garder sa clientèle, l'honnêteté chez lui n'est pas le bien tout court, c'est pas le bien absolu. Or l'honnêteté a une valeur tout court, une valeur absolue. Voilà. On va y revenir un petit peu plus tard sur la question de l'honnêteté. Et donc à partir de là, on dit que la morale, c'est la réflexion sur la manière de bien faire. C'est pour ça qu'on dit que la morale, c'est la réflexion sur le juste, sur ce qui est juste de faire, et pas la réflexion sur ce qui est bien de faire. Donc c'est une réflexion sur les normes. Donc, la morale, elle est normative, elle comprend donc, elle est prescriptive, elle comprend des préceptes. Et agir selon la norme, c'est donc agir justement. Voilà. Donc rendre la monnaie, c'est juste, au titre de l'honnêteté, et si je ne rends pas la monnaie à une personne âgée, je commets une injustice. Et je n'honore pas l'honnêteté, mais en soi, je commets une injustice.
Donc j'espère que ces deux notions sont à peu près claires. C'est important parce que ça veut dire quand même que la morale est inférieure et subordonnée à l'éthique. Quand j'énonce une règle sans faire référence au bien visé, par exemple, je fais la morale. Et alors ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent qu'ils font de l'éthique alors qu'ils font la morale. C'est-à-dire qu'ils ne vous expliquent pas et ils ne cherchent pas avec vous quel est le bien, mais ils vous disent comment faire dans la vie. Voilà. Et ils vous donnent des leçons. Et justement, c'est ce qui donne la mauvaise réputation de la morale, c'est que des gens font de la morale sans la rattacher à l'éthique. Et ça donne une mauvaise réputation, et c'est ce qui fait qu'on n'aime pas parler employer le mot moral et dire qu'on fait de la morale. Pourtant, on doit bien faire de la morale, mais à partir du souci éthique qu'on a. Hein, quel est le bien qu'on vise? Et par exemple, pour vous donner une idée plus claire et me rapprocher un petit peu de vos préoccupations, la santé pour tous les métiers du soin, c'est le bien qui est visé par le métier. Voilà. Et c'est ça qui est visé en soi. Et c'est à partir de là qu'il y a un certain nombre de normes de comportement qui sont ordonnées à ce bien et à des biens secondaires dont on va aussi parler, parce qu'il y a forcément une hiérarchie des biens. Mais la santé, ce n'est pas le but de la vie. C'est un bien en faveur de biens qui sont quand même supérieurs à celui-là. Gilles Deleuze, un autre petit philosophe, Gilles Deleuze disait que les grands génies étaient des grands malades. Et qu'après tout, on peut être heureux en étant malade aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc il peut y avoir quand même des biens supérieurs à d'autres et une hiérarchie de biens, mais il n'empêche que, pour moi qui suis un enseignant, la transmission, c'est le bien que je poursuis par mon travail. Comme c'est un métier d'assistance, comme vos métiers d'assistance, simplement nos buts sont différents. Donc la morale porte sur les moyens, l'éthique porte sur les fins, c'est pas très compliqué, et morale ou non, ce que l'on fait, et éthique ou non, ce que l'on vise. C'est pour ça que moi j'aime pas trop quand les soignants disent mais est-ce que ce que j'ai fait c'est vraiment éthique? Parce qu'en fait ils veulent dire est-ce que c'est vraiment moral, quoi? Est-ce que c'est vraiment juste? Il faut faire attention à ce terme éthique parce que est éthique ou non ce que l'on vise, ça veut dire que forcément il va falloir réfléchir en éthique à ce que l'on vise. Il faut réfléchir au sens. Tandis que la morale, elle nous oblige à réfléchir aux normes et donc à ce qu'il est interdit, à ce qu'il est recommandé, à ce qu'il est obligatoire ou à ce qu'il est indifférent de faire. Voilà. Et donc en morale, on a souvent des questions qui appellent des réponses. En éthique, on a souvent des problèmes qui appellent des solutions. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. En gros, quand je demande l'heure, c'est une question. Et quand je demande si Dieu existe, c'est un problème. Voilà. Donc c'est l'éthique qui se rapporte au sens de ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Si jusque-là ça va, je peux compliquer un peu. Et donc ça se complique. Ça se complique parce qu'on n'a pas tout le temps besoin d'éthique. Vous savez bien que vous travaillez en faveur du mieux-être dans la vie de personnes qui n'y sont pas bien, pour des tas de causes, sociales, médicales, leur propre environnement, de leur histoire, etc. Bon. Mais nous avons surtout besoin d'éthique quand nous ne savons plus vraiment comment faire. Même si on sait ce que l'on vise, on ne sait plus vraiment comment faire. On dit qu'on a besoin d'éthique quand ça va mal, en fait. On a besoin d'éthique quand on a l'impression qu'on aurait pu mieux faire aussi. Et donc, on a besoin d'éthique quand on ne sait pas très bien où est le bien. Alors le bien final, on le voit bien, on sait bien, c'est le mieux-être. Mais le bien faire, les biens secondaires qui vont permettre d'atteindre ce bien final, eh ben on ne les trouve pas, parce que parfois il semble qu'il n'y ait que des maux, c'est-à-dire que des mal-faire qui soient devant nous, ce qu'on appelle un dilemme. Voilà.
Ça paraît même, on appelle même ça en éthique un dilemme tragique. Un dilemme tragique, c'est quand les solutions, les 2 solutions, les 3 solutions qui sont devant nous sont finalement paraissent mauvaises. C'est très fréquent, et vous avez sans doute très fréquemment affaire à ce genre de situation. Les situations compliquées, c'est ça en fait. Et ce sont les situations dans lesquelles ce qui est devant nous paraît mauvais. Plus ou moins mauvais, mais il va falloir faire vraiment du discernement. Mais le bien n'est pas aussi apparent qu'il peut être dans des situations effectivement simples. Il y a des situations simples, hein. En médecine il y a des situations très simples. Les chirurgiens ont souvent affaire à des situations simples. Voilà. On ouvre, on enlève, on referme. C'est parfois beaucoup plus compliqué, effectivement, hein, mais nous avons souvent affaire aussi à des situations compliquées. Les situations compliquées, c'est quand on ne voit pas très bien où est le bien. Voilà. Et n'oublions pas aussi qu'il y a quelque chose qui a une dimension éthique, c'est que nous ne sommes pas des êtres parfaits, et donc parfois, nous avons l'impression que nous aurions pu mieux faire. Donc l'éthique, ça existe aussi a posteriori. C'est important parce que le remords, c'est un peu une double peine. C'est Spinoza qui dit ça, un autre petit philosophe. Dans le remords, il y a à la fois le mal qu'on a fait, le mal qu'on a produit, souvent malgré soi en fait, et puis la torture qu'on s'impose de se souvenir, de se rappeler, de s'empêcher de dormir à cause de ce mal qu'on a produit. Donc il ne faut pas aussi oublier que notre dimension éthique à chacun, notre inquiétude éthique, je dis que les hommes les humains sont des êtres qui ont une inquiétude éthique, eh bien, c'est qu'ils ont, ils ont un certain rapport au bien dont ils ont la charge. Et ce rapport au bien, il n'est pas simple. Voilà. Et pour mieux comprendre, donc, l'intérêt des comités d'éthique, l'intérêt de la réflexion éthique individuelle, l'intérêt du travail éthique, de ce que j'appelle le travail éthique, c'est un travail. Ce n'est pas un savoir qui vient d'en haut, c'est un travail des individus. L'intérêt de ce travail, c'est de remonter d'un niveau par rapport à « Ah ben j'ai pas su faire, ah je ne sais pas comment faire ». En fait, de se demander où est le bien. Voilà. Se demander quels sont les noms du bien. Moi j'aime bien employer ce pluriel, cette expression plurielle. Où est le bien? Quel est son nom? Dans une situation, pas en général. Bon, on sait bien que quand on fait de l'assistance, c'est pour que les gens s'améliorent. Voilà, pour que les gens qui sont en bas, qui ont la tête sous l'eau, ils puissent sortir la tête de l'eau. C'est ça qu'on fait. Bon, ça, on le sait bien, c'est simple. Mais quel est son nom dans telle situation, pour telle personne, avec cette complication qui se présente, ces acteurs-là qui sont autour de cette personne, qui ne veulent pas forcément son bien, ou qui le veulent, mais mal. Et nous là-dedans, et nous en équipe. Alors, on va parler des noms généraux du bien. J'ai encore un peu de temps ? Tout à fait. Bon, on va parler des noms généraux du bien à partir d'un tout petit schéma. Quand on fait n'importe quoi, c'est-à-dire quand on fait quelque chose ou autre chose, quoi qu'on fasse, on est un agent qui produit un certain acte, qui produit un certain résultat. En éthique, on s'occupe non pas de la réparation des automobiles, mais on s'occupe des actes qui produisent des résultats sur autrui. Voilà. Sur celui qu'on appelle un patient. Pas simplement en médecine, hein. Le patient, en éthique, on en parle très souvent, en philosophie, on en parle très souvent. Patior, ça veut dire subir, hein, supporter, souffrir au sens de je souffre plus quelqu'un, dans ce sens-là. Hein, toi, je te souffre plus. Ça veut dire je ne peux plus te supporter, je ne peux plus te subir. Donc le patient, c'est celui qui subit quelque chose. Hein. Il subit une maladie, il subit une situation, etc. Et là, il va subir mon acte. Voilà. Et donc, on peut insister sur l'acte et dire que ce qui est bon, c'est l'acte. Par exemple, ce qui est bon, c'est toujours de dire la vérité. C'est pas très sûr, hein, ça. Bon. On appelle ça de la déontologie, la morale du devoir, c'est-à-dire, par exemple, le code de la route. Le code de la route, il est simple. De toute façon, on ne va pas se poser des questions. On n'a pas le temps. C'est pas sérieux, mais c'est chacun son tour. Voilà. D'où les feux rouges, les feux verts, les stops, etc. Et ça, c'est juste, il y a des actes qui sont bons, il y a des actes qui sont mauvais. Passer au feu rouge, c'est mauvais. S'arrêter au feu rouge, c'est bon. Les 10 commandements, c'est la même chose. Hein. Tu respecteras ton père et ta mère, tu ne tueras point. Il y a des interdictions, il y a des obligations. Et dans la morale du devoir, la morale kantienne, qui est la plus célèbre, du grand philosophe Kant, donc, dans la morale du devoir, il y a de même
l'idée que c'est dans l'acte que se trouve le bien. On a souvent cette idée-là, qu'il y a des actes qui sont bons. Mais parfois, il y a des actes qui sont bons qui donnent de mauvais résultats. Et donc, on peut dire que ce qui est bon, ce sont les résultats. À ce moment-là, on est, comme on dit, conséquentialiste. C'est un peu chic comme mot. En fait, c'est un mot qu'a employé une philosophe pour désigner les utilitaristes principalement, dans une critique qu'elle a faite. On le fait beaucoup en médecine et dans le monde de l'assistance, on calcule les risques par rapport aux bénéfices. Ça, c'est du conséquentialisme, c'est-à-dire il va y avoir des résultats, ils ont un certain prix, et donc on va essayer d'avoir le meilleur résultat avec le prix le moins coûteux possible. Voilà. C'est assez basique, parce que comme morale, c'est pour ça que Elisabeth Hanscom dit que c'est plat, que c'est une morale plate, parce que dans le fond, c'est ce qu'on fait nous tout le temps. Quand on va faire les courses, on essaie d'avoir le plus de produits ou le meilleur produit au meilleur prix. Donc le moins de risques pour son portefeuille avec le plus de bénéfices pour son repas du soir. Voilà. Et puis on peut penser aussi, ça c'est très très important, c'est pour ça que j'avais insisté sur le remords, que ce qui est bon c'est l'agent. C'est-à-dire que ce qui est bon quand dans le remords, je me dis j'ai été mauvais. Je ne dis pas simplement j'ai mal fait, je dis j'ai été mauvais, je n'ai pas été à la hauteur de moi-même. Je me mets en cause moi-même. Donc c'est important ça me semble très important que les agents soient bons. C'est important pour eux, pour l'estime de soi, c'est très important. Et c'est très important pour les autres, parce que quand vous avez affaire à un commerçant qui est honnête, que vous savez sur la base d'expérience, etc., que ce type-là, il est honnête, qui va vous vendre le meilleur produit pour vous, et pas... Moi, j'ai un opticien honnête, par exemple, voilà, dans ce genre-là, qui ne cherche pas à me vendre les lunettes les plus chères, mais qui cherche à me vendre les lunettes qui vont aller le mieux à mon visage, vous voyez, hein, et qui seront les moins chers par rapport aux bénéfices et les mieux adaptés, patati patata, et qui ne fait pas payer des tas de petites choses, ben, je lui fais confiance. Et de même, dans l'alliance entre un soignant et un patient, un intervenant et une personne, la confiance pour l'alliance, c'est capital. Donc, être une bonne personne, c'est quand même une chose importante. Être quelqu'un de bien, comme dit la chanson. Voilà. Ça s'appelle l'éthique des vertus. C'est la troisième grande théorie morale. Là, vous êtes déjà au niveau licence 3 de philosophie. C'est la troisième grande philosophie morale. Dans l'éthique de vertu, ce qui compte, c'est l'estime de soi, et pour autrui, ce qui compte, c'est la fiabilité. Voilà. Et le mot vertu, il fait très peur, parce que ça a été... il y a des gens qui sont des pères de la vertu, qui voilà, donnent des leçons à tout le monde, qui pensent qu'eux, ils incarnent la vertu. On parle même de dragon de vertu. Et puis, il y a eu aussi chez les Grecs et les Romains, la vertu, c'était le courage. Et puis, au XVIIIe siècle, la vertu, c'était la modestie et la pudeur des femmes. Attention, pas des hommes. La vertu, elle était devenue... D'où la femme de petite vertu. Hein, celle qui a, comme disait ma mère, la cuisse légère. C'est tout un programme. Bon, alors, en éthique appliquée, soyons sérieux, en éthique appliquée, quelques noms du bien qui sont importants dans l'assistance et dans le soin. J'appelle ça des noms du bien et pas des principes, je vais vous dire pourquoi. L'autonomie du patient, c'est un bien. C'est un bien de type déontologique. C'est-à-dire, c'est un bien à promouvoir et à respecter. Ça fait barrière. Voilà. Et c'est déontologique, il y a des actes qui respectent l'autonomie du patient, il y a des actes qui touchent l'autonomie du patient. J'ai pas mal travaillé sur la pudeur. Il y a des gestes, il y a des paroles qui franchissent une barrière qui ne doit pas être franchie. Voilà. Où là, le patient devient victime. Comme on dit, il est dans l'hétéronomie, il dépend de l'autre. Traité comme un enfant, traité comme un objet, traité comme celui qui sait rien à son propre sujet, etc. C'est pas joli. La bienfaisance, c'est un bien de type conséquentialiste. On cherche à produire le plus de bien possible, à rechercher par le meilleur rapport entre bénéfices et risques. La visée, c'est une amélioration de la situation que la situation ne peut pas obtenir par elle-même. Elle ne peut pas s'arranger toute seule. Voilà. Si les situations dramatiques pouvaient s'arranger toutes seules, les choses seraient plus simples. Et puis la tension des intervenants, c'est un bien de type vertu.
à protéger par de bonnes conditions de travail. C'est capital. La souffrance morale dans le monde du soin, elle vient de là, en fait, des conditions de travail qui font que les gens ne peuvent pas se sentir de bonnes personnes dans leur métier, parce qu'ils n'ont pas les conditions pour ça. Il y a trop de travail, il y a trop peu de personnel, donc ça va mal. Donc ils ne peuvent pas être attentifs, ils n'ont pas le temps d'être attentifs, donc ils font du mauvais boulot, donc ils se sentent des mauvais soignants. Et ils ont une véritable souffrance morale dont ils ne sont pas responsables et qui est réelle. Et je voudrais apporter des nuances quand même. Pourquoi ? Notamment parce que, je fais une toute petite parenthèse, c'est un peu compliqué, un tout petit moment, petite digression. À la suite des événements horribles des pratiques des nazis, et notamment des médecins nazis, on a pensé que la recherche médicale devait être encadrée. Et cette idée que la recherche médicale devait être encadrée a donné lieu à un code qui s'appelle le Code de Nuremberg, qui fait suite d'ailleurs aux travaux du tribunal de Nuremberg, sur une éthique de la recherche. Et cette éthique de la recherche, elle a été pas mal travaillée, notamment aux États-Unis, et développée aussi vers une éthique du soin, dans la mesure où, dans l'après-guerre, sont apparues des techniques médicales nouvelles qui permettaient, par exemple, de prolonger la vie dans certaines conditions, qui n'étaient pas des conditions dans lesquelles la vie était forcément une vie de qualité, ou d'interrompre les naissances, d'interrompre les grossesses, pardon, ou encore de mettre en place des processus techniques de contrôle des naissances. Et donc, notamment sous l'égide des catholiques, notamment de la famille Kennedy, des théologiens et des philosophes ont travaillé à ériger des principes qui soient à la fois des principes pour la recherche médicale et des principes pour le soin. Alors, il ne faut pas oublier, parce que ces 4 principes, la bienfaisance, l'autonomie, la justice, la non-malfaisance, tout le monde en parle comme si c'était des cases à cocher, s'assurer qu'on a bien respecté l'autonomie, qu'on est bien bienfaisant, qu'on n'est pas non-malfaisant, et surtout qu'on a été juste. Et là, on se dit, on a été éthique. D'abord, on n'est jamais éthique, comme je vous l'ai dit. On est moral, on n'est pas moral. Et ensuite, il ne faut pas oublier que ces principes sont des principes qui viennent de l'éthique de la recherche, hein, c'est-à-dire le consentement du patient. C'était ça l'autonomie à l'origine. Consentement du patient qui rentre dans un processus, dans un protocole de recherche. La bienfaisance, c'est que c'est pour un but favorable pour l'humanité. La non-malfaisance, c'est que le patient ne doit pas en ressortir plus mal qu'il n'était, etc., etc. Bon. Et la justice, c'est le traitement égal de toutes les personnes. Donc, il faut faire attention à ces principes, à ne pas en faire une religion, à ne pas en faire un manuel trop simple par rapport à des situations qui sont complexes et à des réalités qui sont complexes. Sans compter que l'une des critiques qu'on fait à ces principes, c'est d'une part, c'est assez contestable, pourquoi ça s'arrête à ça, pourquoi par exemple on ne fait pas entrer là-dedans la neutralité. J'ai un collègue qui a écrit un article remarquable là-dessus. La neutralité par rapport aux choix religieux, par exemple, des personnes qu'on doit assurer. Est-ce que ce n'est pas aussi un principe moral, en l'occurrence? Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi du fait que ces principes ils viennent des États-Unis et d'une certaine manière de considérer les choses qui n'est pas forcément la nôtre? C'est notamment pour ça qu'ils ne pensent pas à la neutralité, parce que dans les développements qu'a donné par exemple Engelhardt, dans le principe d'autonomie, il y a le principe de respect absolu des croyances, y compris des croyances les plus stupides des patients. Et il prend des exemples qui peuvent se produire aux États-Unis, mais qui chez nous ne se présentent pas. Voilà. Et donc l'autonomie, question. L'autonomie, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un type qui est à l'hôpital, dans son lit, devant lequel passent des médecins en pleine santé, et lui qui peut à peine bafouiller, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'on est autonome lorsqu'on est malade, lorsqu'on a mal au cœur? Est-ce qu'on est autonome? On a perdu de l'autonomie.
Et de même, il y a des degrés d'autonomie. Je pense vraiment qu'il y a des degrés d'autonomie, qu'il faut faire très attention à ça. Il faut faire attention aussi à l'injonction d'autonomie de nos jours, très importante. Il faudrait qu'on soit tous des individus absolument autonomes. Est-ce qu'on peut pas admettre quand même aussi qu'on dépend des gens qu'on aime, qu'on dépend de ses parents, qu'on dépend de la femme ou de l'homme qu'on aime, qu'on dépend de sa communauté, de son milieu de vie, et qu'il y a des décisions qu'on ne prend pas tout seul, et que ce n'est pas humiliant de prendre des décisions avec les autres. Et donc, très souvent, on veut faire avouer à une personne, lui faire dire ce qu'elle veut, mais elle ne veut pas toujours toute seule, cette personne-là. Donc, attention. La bienfaisance, le bien du patient, ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est compliqué. Le bien du patient, ce n'est pas le bien. Et ce n'est pas non plus, surtout, évidemment, le bien tel que je le pense. C'est son bien. Mais son bien, ce n'est pas forcément le bien tel qu'il le pense lui. Ça aussi, c'est compliqué aussi. Hein. Vous savez bien, si vous avez des enfants, que le bien de vos enfants, c'est pas le bien forcément tel que vous le pensez, mais ce n'est pas forcément le bien tel qu'ils le pensent eux. Et donc, oui, j'insiste beaucoup sur toujours la distinction entre la bienfaisance et la bienveillance. Parfois, on passe d'un mot à un autre. La bienveillance, c'est la bonté, c'est le fait de vouloir le bien. Mais vous êtes des professionnels. Vous n'êtes pas des bonnes sœurs, ni des missionnaires. Quand on aide les gens, on a le droit de penser à ses propres soucis et pourtant à faire bien son travail. On a le droit de penser à son intérêt, de penser à sa liste de courses, de penser à ses enfants et à leurs problèmes, et néanmoins de faire bien son travail. Donc, ne rentrons pas dans une société où il y aurait une injonction à la bienveillance, où il faudrait qu'on soit toujours altruiste. Non, notre meilleur ami, c'est quand même nous-mêmes, donc il y a des choses que personne ne fera pour nous et à notre place. Et de même, l'attention, c'est bien joli, mais enfin, c'est une proximité, mais il faut toujours garder l'idée de la distance aussi, de la distance critique quand même. L'attention, ça ne doit pas conduire à se mettre à la place des autres, en fait, et à trop intégrer ce qui leur arrive. Donc, vous le savez, on dit souvent que dans l'assistance aux soins, on doit faire la distinction entre l'empathie et la compassion. Et que la compassion, qu'on appelle aussi sympathie, là aussi c'est un doublé, un mot grec, un mot latin, c'est trop. Ça permet plus d'avoir la distance qui permet d'agir convenablement. Donc c'est des choses... Et puis aussi l'attention, c'est l'attention dont je suis capable. L'attention, je ne suis pas Dieu, c'est pas la connaissance absolue. Donc je ne peux pas faire toujours attention à tout. Il faut aussi être un peu indulgent à son propre égard. Donc j'ai presque fini. Alors, les nuances dont on a besoin, il y a une hiérarchie des biens, et il faut toujours penser à cette hiérarchie des biens. Donc le bien final, quand même, c'est le mieux-être des personnes qu'on assiste, et c'est ça qui compte, c'est ça qui doit être notre première boussole. Voilà. Et il y a derrière ça d'autres biens. Il y a des biens personnels, comme l'attention que je vais avoir, il y a des biens déontologiques, comme le fait de ne pas en faire un objet, et il y a des biens conséquentialistes, le fait que quand même, ce qu'on fait, ça apporte, ça contribue à du résultat. Hein. Ce n'est pas simplement des bonnes intentions. Donc il y a toujours une pluralité de biens, et il y a parfois des biens qui sont concurrents. L'exemple même, c'est la bienfaisance versus l'autonomie. Parce que parfois, vous voulez le bien du patient, et vous savez que c'est le bien du patient, et lui, il veut exactement le contraire. Ça, c'est particulièrement emmerdant. Donc là, pour ça, et je finirai là-dessus, la nécessité, notre plus grande force, c'est la pluralité des points de vue. C'est que ici, il y a un domaine de complexité réelle, c'est le domaine de l'éthique. Quels sont les noms du bien dans les situations? Et moi tout seul, je ne le sais pas. Donc, ma conclusion. Premièrement, ceux qui posent des questions, ceux qui se posent des questions sont déjà dans une démarche éthique. Ce ne sont pas des gens qui ont des problèmes, ce sont des gens qui saisissent des problèmes. Donc, c'est très important parce que
quand on a des problèmes éthiques dans sa vie professionnelle, que ce soit individuellement ou en groupe, on est déjà en marche vers leur solution. Donc ça, c'est particulièrement important. Pourquoi d'autres auraient la solution que soi-même on n'aurait pas trouvée. Et le deuxième principe, la réflexion éthique, elle aide, mais elle aide en dérangeant. Elle aide pas. Son soutien, c'est d'apporter du regard extérieur. Son soutien, c'est d'aller un peu à côté de ce que l'on croit, de la manière dont on s'exprime, de la présentation des situations. Donc ça dérange. J'ai un membre du comité d'éthique du CHU qui dit au fond, c'est la société, dans les comités d'éthique, c'est la société qui dérange les professionnels. En leur apportant un regard particulièrement différent. Dans un comité d'éthique médicale, par exemple, il est important qu'il y ait des usagers, il est important qu'il y ait des extérieurs, des juristes, des philosophes, parfois on peut servir à quelque chose, etc., etc. Bon. Donc réfléchir, c'est approfondir les questions, dégager les enjeux, hiérarchiser les buts. Et donc, mon dernier mot, c'est ça, la réflexion éthique, c'est un travail d'intelligence collective. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, et Marc m'a souvent entendu le dire, il n'y a pas de sachant en éthique. Il y a des formations en éthique, c'est bien gentil. En fait, l'éthique fondamentale, c'est une discipline philosophique qui travaille sur les concepts propres à l'éthique. Mais ça, c'est l'éthique fondamentale. L'éthique appliquée, c'est l'éthique qui est propre à des rôles. Il y a une éthique appliquée de l'éducation, il y a une éthique appliquée du soin, etc. Bon. Et là, il y a des gens qui sont dans des situations et qui vivent des questions qui sont des problèmes éthiques. Et au fond, là, concrètement, personne ne sait pour eux. Et eux-mêmes non plus ne savent pas, puisqu'ils ont besoin aussi d'aide. Donc on a besoin de tous les points de vue. Il n'y a pas de sachant en éthique. Ça, c'est capital. Il n'y a pas d'expert en éthique. C'est une sottise absolue. En fait, l'éthique, c'est quand on ait des problèmes individuels ou des problèmes collectifs, l'éthique, c'est une réflexion qui ne peut se faire qu'à plusieurs, dans la mesure où on cherche ensemble, au-delà de ce que l'on croit, au-delà de la glaise dans laquelle on est engagé, de la glaise des situations, on cherche ensemble à éclaircir un petit peu les questions pour essayer de voir un peu mieux quels sont les noms du bien. J'ai été très long, excusez-moi, on est très bavard. Non, pas du tout. Bon. Non, vraiment en plus. Bon, ça merci. vous va bien. Eh ben, j'ai fini. On peut remercier Philippe Saltel, merci. Merci Monsieur Saltel d'avoir si bien posé les termes de notre matinée éthique et situation complexe. Moi j'ai noté plein de choses. Réservez vos questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la séquence avec Marc et puis ensuite il y aura une vraie interactivité avec vous dans la salle. Pluralité des points de vue, se poser des questions, travail d'intelligence collective, c'est la transition naturelle vers la séquence qui va suivre. Marc, je vous accueille. Vous nous avez un petit peu expliqué comment ça allait se passer. Je pense qu'on peut faire un petit rappel et puis vous allez aussi appeler une équipe, je crois, à venir nous retrouver sur la tribune. Monsieur Saltel, peut-être que vous voulez retrouver votre place dans la salle pour assister. Il y a de la place pour tout le monde ? Ok, c'est bon. Je fais partie aussi du groupe. Très bien. Bon, on fait rester. Donc je voudrais que les personnes qui vont faire partie du groupe de réflexion viennent et on les présentera, elles se présenteront elles-mêmes. Donc Fabienne, donc vous allez vous mettre là aussi, l'équipe de Ransembrode, je vous en prie. On peut les accueillir, voilà. Les remercier. Alors, voilà, allez-y. Allez-y, mettez-vous... Venez sur la tribune, il y a de la place normalement pour tout le monde. Donc voilà, je vous passerai la parole après. On va vous présenter à qui vous allez parler, puisque c'est quand même ça qui est important. Donc vous avez bien voulu, l'équipe de Ransembrode qui se présentera, a bien voulu préparer une situation réelle. Ce n'est pas une situation qu'on a inventée, c'est une situation qui a été vécue. Et faire ce jeu de l'échange, faire ce jeu de la remise en question, de la réflexion autour de ce qui a pu être fait, puisque c'est une situation a posteriori qu'on va travailler. Et il y a un certain nombre de personnes à qui on a proposé d'échanger avec vous. Donc ce que je vais faire, en commençant par Fabienne, c'est je vous laisse vous présenter, peut-être en disant pourquoi vous êtes ici, quel est votre lien avec l'éthique au fond.
bouton qui est... Voilà. Merci. Je suis ravie que tu me vous vois. Voilà. Donc bonjour, je suis Fabienne Doiret, je suis directrice d'un réseau de santé Futur DAC dans le Rhône, donc dans le 69, et je suis présidente du comité d'éthique que j'ai créé dans le cadre des instances médico-sociales. Je suis membre d'un comité d'éthique au CHU de Lyon et j'ai une mission de chargée de mission, c'est le cas de le dire, à l'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de partager avec vous les problématiques qu'on rencontre dans notre exercice quotidien, et pour faire un rappel à ce que vient de dire Philippe Saltel, c'est effectivement, nous ne sommes pas des éthiciens, nous sommes juste des aideurs, des passeurs, des accompagnateurs d'équipes qui ont besoin d'un temps de réflexion pour poser les problématiques qui les tenaillent, qui font dilemme dans leur pratique. Merci de m'avoir invité. Alors moi je viens de Nancy, je suis médecin gériatre retraité. J'ai été la présidente du réseau Gérard Cuny qui est devenu PTA, et donc maintenant j'en suis secrétaire. Donc c'est le lien aussi avec toute la coordination. Je suis arrivée en gériatrie au début des années 70, j'ai été médecin d'hospice, vous voyez, donc j'ai vu un peu évoluer toute la médecine, hein, la création des filières gériatriques, l'organisation de l'ambulatoire, l'organisation aussi des services d'aide et de soins à domicile, etc. J'ai envie de dire, en entendant ce qu'on a dit ce matin, beaucoup a été fait, pas assez vite, pas assez fort et pas avec assez de moyens. Hein, et on est dans la situation actuelle, mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin. J'ai pu participer à vos travaux hier et j'étais contente de voir tout ce dynamisme et toute cette envie, hein, de faire bouger les choses. Pourquoi je suis là ce matin? Parce que au moment de ma retraite, j'ai été appelée par un ami médecin généraliste qui est diacre à la pastorale de la santé, qui se posait la question de l'accompagnement spirituel tout au long du parcours de santé, avec les évolutions de la médecine, hein, le parcours de santé, on avait les aumôneries à l'hôpital, mais toute la question de l'accompagnement spirituel tout au long du parcours de santé, et on a travaillé et donc mis en place sur notre diocèse, dans le département de Nancy, la possibilité d'une offre d'accompagnement spirituel pour les personnes, quelle que soit leur religion. Hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les autres religions, hein, protestantes, juives, l'islam, etc. On a pour pouvoir proposer, en fonction des envies des gens et de leur religion, la possibilité d'un accompagnement spirituel. Voilà. Mon lien avec l'éthique, c'est toute une histoire. Hein, j'ai envie de dire, ça a commencé par la question de la dignité dans les unités de soins de longue durée, hein, qu'on avait travaillé avec le docteur Mancio. Donc ça remonte à, vous voyez, c'était encore le début des soins de longue durée. Il y a eu aussi toute la question du droit de l'homme âgé, hein, autour de dynamiques je vieillis, mes droits demeurent, hein, qu'on avait travaillé avec la Caisse d'assurance maladie du Nord-Est. Et puis la mise en place des soins palliatifs avec les questions autour de la fin de vie. Voilà. Et actuellement, et puis le parcours éthique Alzheimer, hein, auquel j'ai eu la chance aussi de pouvoir participer. On était allé jusqu'à Toulouse, mais pas à Albi. Et puis, actuellement, je continue à participer tous les mois à un comité d'éthique, enfin pas un comité, c'est une petite cellule de réflexion éthique au sein de l'établissement dans lequel j'étais gériatre. Et j'ai pu participer au comité d'éthique du CHRU pendant un temps au titre de la représentation du diocèse de Meurthe-et-Moselle. Donc voilà un petit peu les points d'attaque. Puis on a travaillé aussi avec le réseau et sur une formation conjointe. Ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, une formation conjointe entre les professionnels de santé et les aumôniers, hein, pour essayer de travailler ensemble sur ces questions. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Christine Jean, je suis infirmière de formation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Mon parcours, il est somme toute assez simple. Infirmière libérale en milieu rural pendant plusieurs années, avec des questions déjà qui m'ont fait rejoindre le réseau de l'époque, hein, il y a de cela 20 ans. Le temps passe, pour justement travailler en équipe et ne pas être seul avec ces questions. Et puis ce réseau, comme tous les réseaux, nous a accompagnés, je l'ai accompagné. Aujourd'hui, depuis 2 petits mois, nous sommes, comme vous tous, DAC, avec de nouveaux enjeux, de nouvelles possibilités aussi qui s'offrent à nous. Et l'idée aussi, aujourd'hui, c'est bien sûr de participer à
ce mini comité d'éthique, et c'est intéressant, mais aussi de pouvoir rebondir peut-être sur le territoire, puisqu'il y a très longtemps, depuis que je me suis intéressée un peu à l'éthique au travers d'un master, il y a une dizaine d'années, au-delà de participer à certains comités d'éthique, notamment dans les EHPAD, l'idée serait vraiment de formaliser un comité pour toutes ces questions du domicile, puisque voilà, on ne se refait pas, mais mes attaches restent vers le domicile. Merci beaucoup, Madame Laforgue. Alors, vous avez des micros, là, il suffit d'appuyer sur le petit bouton du haut. Hein. Voilà. Voilà. Bonjour, merci du coup de m'avoir proposé de participer à ce conseil éthique. Donc, moi, je suis Marie-Pierre Laforgue, je suis médecin à maladies rares Occitanie. Alors, j'ai des parcours assez différents de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Moi, j'ai une formation pédiatre. Donc du coup, j'ai quand même abordé aussi ces questions éthiques au cours de ma pratique, mais sous des angles un petit peu différents. Et là, du coup, je suis ravie de participer à ce conseil parce que à Maladies Rares Occitanie, donc, on est un dispositif régional, donc on ne sommes pas une DAC, mais on travaille beaucoup avec les DAC. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir aussi sa question. Enfin, nous, on se questionne en fait sur notre positionnement aussi, un appui aux DAC, parce qu'on va être amené à travailler ensemble. Et je pense que c'est très intéressant, voilà, qu'on puisse. Enfin, moi, je suis ravie de participer à cette discussion pour voir aussi comment un DSR, il peut intervenir sur ces questions d'éthique, ajuster nos façons de travailler ensemble. Avec l'éclairage que M. Saltel vient de nous apporter, je trouve ça très intéressant. Merci. Merci. Donc, on va faire le jeu du travail éthique. Je vous propose de nous raconter, cette situation sur laquelle vous nous avez interrogé, et on vous posera des questions. Bon, il va y avoir un temps d'échange qui durera autant qu'il est nécessaire, même si on finira à l'heure. Et si on a un peu de temps, je vous proposerai éventuellement de poser des questions. Si on en arrive à ce temps-là, je vous demande vraiment de faire une attention sur le fait que poser des questions, c'est pas émettre un conseil. Dans le cadre de notre travail, c'est bien aider au questionnement, aider à la réflexion, aider l'équipe à trouver un autre angle peut-être, mais surtout pas ni raconter sa propre vie, ni raconter ce qu'on aurait fait. C'est en général ce dans quoi on tombe au début de tout travail éthique, c'est le conseil. Or, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour ouvrir, pas pour fermer, pas pour donner la solution, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc voilà, racontez-nous s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci Marc de nous avoir sollicité pour cet petit exercice de style, même si, alors ça ne va pas être travaillé dans le fond puisque c'est arrivé pendant la période estivale. Donc on a essayé effectivement de travailler les unes et les autres un petit peu à distance pour trouver la situation qui pouvait le mieux correspondre. Donc nous on est donc le DAC venant de la région ouest, donc Bretagne, sur pays de Dinan-Saint-Malo, voilà, donc porté par Appui Santé Rançay-Émeraude, qui regroupe 9 coordinatrices de parcours, entre autres sur la gestion des parcours complexes. Donc on va relater donc cette situation. Cette situation n'est pas une situation éthique qu'on aurait réécrite par rapport à quelque chose qui aurait pu se passer, mais réellement effectivement une situation pour laquelle on a été sollicité cette année, puisqu'on a eu cette demande en janvier 2022, le 27 janvier 2022 précisément, et une première évaluation qui s'est faite une semaine après, le 4 février, à la demande un petit peu express d'un des membres de la famille. Donc l'engagement a été très rapide. Voilà. Je laisse la parole à Magéla, donc, qui est coordinatrice de parcours, donc a été sur cette situation et la référente de parcours. Merci. Donc je vais vous partager cette situation à laquelle j'ai été interpellée pour accompagner en urgence. Puisque voilà, le 27 janvier, nous avons le DAC a reçu un appel de la fille d'un monsieur en urgence. Je vous donne la demande qui a été explicitée par téléphone et je vais vous remettre ensuite dans le contexte. Mais la demande a été vraiment, mon père est atteint d'une maladie à corps de Lévy depuis 2 ans.
on vient d'annoncer un cancer à ma mère, dont la pose de la chambre implantable est demain. Elle n'est plus en capacité d'accompagner mon père. Je demande, sur les conseils du médecin traitant, que vous nous accompagniez pour une entrée en institution pour mon père. Donc une demande très précise, dans l'urgence, puisque madame commençait sa chimio avec très rapidement. Elle décrit sa maman comme quelqu'un d'épuisé physiquement et psychologiquement, et un monsieur qui est dans une certaine agressivité à domicile et qui parle même d'un complot de ses enfants, de sa famille, pour se débarrasser de lui. Voilà la demande qui a été faite, avec une insistance très forte de la fille pour que nous venions à domicile rapidement. Donc rapidement, on fixe un rendez-vous d'une visite à domicile. Je me rends à domicile en présence de monsieur et madame, qu'on va appeler B, dans leur maison. Monsieur a 74 ans, ils ont 3 enfants, ils vivent dans une maison. Et dans les 3 enfants, il y a une fille qui habite à proximité et qui est très investie, donc celle qui a fait la demande par téléphone, et qui est même surinvestie dans la situation, puisque vous allez le voir par la suite. Donc monsieur, il est atteint d'une maladie à corps de Lévy, diagnostiquée il y a 2 ans, et il est vraiment accompagné dans son quotidien par son épouse. Avec une certaine apathie. Et dans le cercle de soins présent à ce moment-là, il y avait un médecin traitant, un neurologue, un infirmier, et la veille de ma visite, le passage d'une CSG pour une ouverture de droit APA, conseillère sociale en gérontologie, pardon. Donc pour mettre en place un plan d'aide. Donc lors de ma visite, je rencontre un monsieur plutôt calme, perdu mais plutôt calme, présent. Je l'ai invité à venir échanger autour de la table pour, mon but c'était de faire un état des lieux, de comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette urgence et libérer la parole des uns et des autres. Mais très vite j'ai compris qu'il y avait des enjeux entre madame et la fille, entre guillemets, contre monsieur. Avec des différences de discours très fortes et une description de monsieur avec des troubles cognitifs forts, des hallucinations, des troubles de l'humeur très marqués, entraînant de l'agressivité physique et verbale depuis un bout de temps, dont madame souffrait énormément. Et avec une perte d'autonomie de monsieur et dont madame était obligée d'accompagner dans le quotidien. Face à ce contexte, en fait, elle exprimait vraiment un épuisement et que la seule solution était donc dans l'entrée en structure, puisqu'elle souffrait d'un cancer, qu'elle allait rentrer en chimio et qu'il n'y avait rien d'autre possible. Donc on est vraiment face à quand même à une fragilité de maintien à domicile, un peu en urgence, avec vraiment un épuisement psychique très fort des uns et des autres, mais un monsieur qui lui ne comprend pas le problème et exprime clairement son désir de rester à la maison, parce que c'est son désir et que lui, c'est son choix de vie de rester à la maison. Face à cette fragilité, moi j'ai du coup, je me suis mise en lien avec les différents acteurs qui étaient déjà présents. Donc le plan d'aide qui avait été proposé la veille, notamment mettre en place une aide à domicile pour aider l'entretien de la maison qui était une très grande maison et un portage de repas puisque madame ne pouvait plus assurer les repas. Donc je me suis mise en lien avec les différents acteurs, que ce soit médecins traitants, neurologues, les aides à domicile, etc. Il y a eu un gros travail de coordination pour accompagner en fait la famille et finalement essayer de trouver plusieurs préconisations pour favoriser quand même ce maintien à domicile, puisque
et voilà, et répondre aux souhaits du monsieur qui, lui, a clairement exprimé à plusieurs reprises dans l'entretien « je veux rester chez moi ». Et donc, dans les multiples préconisations qu'on a fait, c'est-à-dire un passage infirmier pour une aide à la toilette, que ce soit des alternatives de logement, puisqu'il y avait quand même un contexte d'agressivité entre des gardes de nuit, un logement alternatif pour madame, un logement alternatif pour monsieur, voilà, beaucoup de choses, et un accompagnement pour une mesure de protection juridique, etc. On a fait beaucoup de préconisations au nom du DAC et les différents acteurs également. Monsieur, il reste évidemment dans le déni de ses troubles, hein. Mais il présente quand même des accès d'agressivité, d'hallucination, un manque d'observance de son traitement et avec des épisodes de fugue. Donc un maintien à domicile qui reste quand même précaire. Face à cette fragilité, et malgré les préconisations apportées, il se trouve que la fille décide de dormir, d'accueillir son père chez elle. Donc déjà, ça a été le premier déclic pour nous, c'est-à-dire que déjà, on a donné beaucoup de choses et elle n'accueillait pas, en tout cas, elle n'adhérait pas, en tout cas, aux préconisations qu'on a faites. Après, on a respecté son choix, mais très vite, on a senti des tensions familiales dans cette fille qui était mariée, qui a accueilli et dont le gendre est infirmier en psychiatrie. Il s'est retrouvé à gérer les crises de monsieur avec des hallucinations et notamment à aider à la prise de traitement. Mais très vite, il y a eu une source de conflit puisque Monsieur B a eu des hallucinations, notamment que son gendre le trompait avec sa femme. Donc très vite, la situation a été de nouveau mise à mal. Et malgré toutes les préconisations en fait apportées, la fille n'entendait rien. La femme avait pris un pas de recul et ne voulait plus prendre de décision et ne demandait qu'une chose, mettez mon mari en EHPAD. Juste, je me permets, quelles questions vous vous posez à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pose problème là? Moi, ce qui me pose problème, c'est de me dire, mais le projet de vie de monsieur veut rester à domicile, pourquoi le force-t-on à aller en EHPAD, en sachant qu'il a quand même beaucoup de périodes de lucidité? Et pourquoi le force-t-on à aller en EHPAD si nous n'avons pas essayé déjà un maintien à domicile, puisque ça reste son choix. Donc je reste dans un dilemme de donc là, pour mettre dans le contexte, en fait, la fille nous envoyait des mails très longs, quasiment tous les jours, en nous expliquant, décrivant le quotidien, etc. Donc une forme de pression. Et j'étais tiraillée en disant, j'entends les difficultés, j'entends la souffrance de la fille, de la mère. Et en même temps, j'entends monsieur qui ne veut pas quitter son domicile et qui veut rester chez lui. Donc moi, la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, pour moi, j'ai été interpellée par le médecin traitant pour monsieur. La parole de monsieur reste de rester à domicile. Est-ce qu'on peut déjà essayer de mettre en place des choses pour le maintien à domicile, en sachant qu'il y avait aussi des choses proposées pour madame et que madame a toujours refusé. On est dans cette situation. Enfin, nous, on avait ce sentiment dans cette situation-là d'être dans une situation de sacrifice. On privilégie effectivement la personne malade d'un cancer plutôt que la personne malade d'un corps de Lévy. Voilà. À un moment donné, il faut en sacrifier un. Ils avaient fait le choix que ce soit celui-là. On est interpellé par le médecin traitant sur la situation de monsieur. Donc c'est une situation qui est complexe. On ne traite en soi pas la situation de monsieur, mais par déviance celle de madame et surtout la demande expresse de la fille. Donc on est entraîné finalement, malgré nous, dans l'obligation d'aboutir au choix de vie que la fille peut avoir fait d'avance pour son père. Et on n'est pas du tout dans la bienveillance du patient pour lequel on est sollicité. Juste une précision, c'est
C'est le médecin qui dit à la fille de vous appeler. Oui. Donc vous n'avez pas en direct la demande du médecin. Alors, pas dans un premier temps. C'est la fille qui nous a appelés dans un premier temps, mais j'ai très vite repris contact avec le médecin pour éclaircir les attentes du médecin également, qui en fait, elle était épuisée par la situation parce qu'elle recevait des mails tous les jours, des appels tous les jours, en disant faites quelque chose, c'est abominable, et puis révoltée contre, je mets un grand mot, la société, disant qu'il n'y a pas de place en EHPAD, que personne ne veut son père, parce que, pardon, j'ai oublié de vous dire, avant de nous interpeller, il a fait un essai en accueil de jour, qui a échoué, que monsieur a refusé, et que l'accueil de jour a dit plus jamais. Voilà, il y a eu des choses d'essayer et également, donc par la suite, on a essayé de faire une hospitalisation en disant qu'il y avait besoin aussi d'un ajustement de traitement pour la maladie. Donc ça a été un long process de négociation pour que monsieur accepte d'être hospitalisé. Il est arrivé à l'hôpital et comme on sait, comme beaucoup de patients, arrivé à l'hôpital, il a dit « je veux ressortir » et bien évidemment, il est ressorti à peine arrivé et que le compte-rendu des médecins a spécifié aucun trouble cognitif majeur. Donc voilà, là c'est un ressenti personnel, mais je me suis sentie un peu seule. Il a fallu que, voilà, beaucoup de batailles, parce que je leur ai dit, mais vous ne l'avez pas vu longtemps. Voilà, on a accompagné aussi la famille dans une mesure de protection juridique. Voilà, toutes ces démarches pour essayer d'objectiver la situation aussi. La demande de mesures sous protection, elle émanait de qui? Nous qui avons conseillé la famille. Mais ils ont très bien compris qu'elle était indispensable. Okay. Là, il y a une... Pardon? Une adhésion. Oui, mais parce que caché derrière, il y avait des histoires de sous et d'héritage de maison. Enfin voilà. Moi, je veux bien poser. Donc, alors, juste pour terminer l'histoire, en fait, du coup, monsieur, voilà, face à ce contexte, en fait, avec l'ensemble des différents professionnels, on s'est dit, d'accord, bon, en fait, on va essayer une structure, mais quelle structure est adaptée pour monsieur, puisqu'il avait quand même encore une certaine autonomie, une certaine part de lucidité, mais avec des accès de colère, d'hallucination, d'agressivité, de non-observance de traitement et des hallucinations plutôt fortes mettant à mal les professionnels de santé à domicile. Bon, il n'y a pas 15 000 structures en France, hein, donc du coup, on s'est orienté vers un hébergement temporaire en urgence, dont voilà, entre-temps, il s'est passé 1 mois à domicile. Monsieur a été accueilli en hébergement temporaire en secteur fermé, compte tenu de ce risque à fugue et de ses agressivités. Mais du coup, un secteur qui n'était pas du tout adapté à monsieur, puisqu'il y avait quand même une grosse période de lucidité et avec des erreurs médicamenteuses en plus qui ont été faites par l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe soignante ne donnait pas le traitement préconisé par la famille. Donc voilà, je reprends les mots de la famille, je ne mets pas à mal l'équipe soignante, mais selon la famille, le traitement n'était pas donné correctement. Et donc, il y a eu une rupture de confiance, du coup, avec l'équipe soignante. Et donc, l'hébergement temporaire a raccourci le temps de séjour en disant maintenant retour à domicile. Monsieur je vais abréger peut-être ma situation, mais du coup, il a enchaîné plusieurs hébergements temporaires pour finalement être entré en hébergement définitif en EHPAD, en secteur fermé. À la date au mois de mai. Donc la demande émanait du 27 janvier et au mois de mai, 4 mois après, il est entré en secteur fermé en EHPAD. 4 mois après la situation, un homme de 74 ans. Merci déjà pour cette présentation, parce que c'est pas facile hein, de présenter une situation avec des diabétiques, des décisions qui devaient être prises, hein, et dans un contexte familial compliqué. Hein. Alors on a 3 protagonistes, hein, on a le monsieur, on a son épouse, on a une fille très présente, on ne sait pas trop
Il y a le conjoint aussi de la fille qui est infirmier psychiatrique. Et on ne sait pas trop, les deux autres enfants, s'il y a eu des contacts, si vous les connaissez. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que est-ce que vous pouvez nous remettre un peu cette situation en perspective de l'histoire de ce monsieur, du couple qu'il a constitué, des relations avec sa famille, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et important pour savoir les appuis qu'on peut avoir, hein, pour mieux comprendre la demande des uns et des autres, puisque là on est bien effectivement quelque part dans qu'est-ce qui se joue là pour eux, quoi, hein. Ça a été compliqué de comprendre, en effet. Madame était plutôt taiseuse. En fait, de ce que j'ai compris, en fait, donc ils habitaient dans la région de Lille et ils se sont installés récemment en 2012 à Cancale, en région bretonne. Ils sont mariés depuis 1969, ils ont 3 enfants, donc, dont la fille est vraiment voisine, et ils se sont rapprochés géographiquement de leur fille qui avait des problèmes de santé. Ils ont donc 2 autres enfants et 7 petits-enfants. C'est un monsieur décrit comme voilà, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la comptabilité, c'était son domaine, et sa vie, il dit lui-même, hein, ne tournait qu'autour du travail et n'avait aucune autre activité en dehors. Donc voilà, il disait, hein, qu'il se laissait un peu porter par sa femme. Je crois qu'on a bien compris, on a quelques questions à vous poser. Une question avec Fabienne qui se posait, c'est quel travail d'équipe avez-vous eu l'occasion de faire à ce moment-là? Est-ce que vous avez eu un temps avec d'autres membres pour poser vos difficultés, vos questionnements sur le positionnement qu'on devait prendre, que vous deviez prendre, ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger et quelle était un peu la teneur de ces échanges, s'ils ont eu lieu? La chance que j'ai, c'est d'avoir une équipe au DAC. Donc, on en a déjà beaucoup parlé en équipe avec les autres coordinatrices de parcours, avec notre médecin co, lors d'un rétex, et de poser les choses et d'essayer de faire un pas de recul, puisque moi, j'étais partie aussi, hein, avec... je reste homme, et avec mon affect, hein, elle était vraiment un peu sur notre emprise et à jouer sur les sentiments. Donc moi, il a fallu que je fasse un pas de recul pour essayer de me dire, alors attention, quels sont les enjeux professionnels, mais aussi affectifs, en disant qu'est-ce qui se joue là. Donc il y a eu l'équipe qui m'a beaucoup accompagnée pour faire un pas de recul, pour poser les questions, parce que parfois on est pris dans le truc, le médecin co aussi. Et il y a eu un gros travail de coordination avec les professionnels de santé qui étaient autour de ce patient. Une dernière question. Là, vous êtes dans les actes. Hein, vous avez beaucoup parlé des actes qui ont été posés. Moi, j'aimerais savoir... quels objectifs ou quel sens à votre intervention vous avez donné au fur et à mesure de la situation? Est-ce qu'il y a vous avez parlé d'un dilemme qui vous est arrivé, enfin vous êtes senti prise entre deux feux, j'ai l'impression. Pourriez-vous nous préciser un peu la nature justement de ces sentiments qui vous habitaient à ce moment-là? Et quand je dis vous, c'est un vous collectif, hein, c'est pas forcément vous individuellement. Hein. Je me sentais prisonnière dans le sens où, en tant que professionnelle en tant que coordinatrice de parcours, on me demande, j'ai été interpellée sur une fragilité du maintien à domicile. J'ai le sentiment de devoir faire quelque chose. J'ai le sentiment qu'il faut que j'agisse, que j'accompagne. Et que mon écoute, parce qu'il y a eu beaucoup de temps d'écoute active, voilà, ne suffisait plus. Que j'avais beau relayer vers d'autres professionnels, que ce soit spécialistes ou psychologues, ne suffisait pas. Et donc je me sentais dans l'impuissance et surtout dans le devoir de choisir
entre le maintien à domicile de monsieur ou de madame. Et donc cette question de pourquoi je devrais choisir, pourquoi moi, puisque c'est leur choix de vie, et je n'ai, enfin voilà, et avec cette influence de la fille en disant il faut que. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Oui. Moi, je voulais vous interroger sur le fait que, est-ce qu'à un moment, vous avez eu un temps d'échange avec monsieur et ses enfants et madame, c'est-à-dire qu'il y ait un projet qui soit peut-être exprimé, chacun avec ses convictions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement, vous avez eu à un moment la sensation d'être l'enjeu de quelque chose, d'une histoire familiale qui prédomine bien avant votre arrivée et que finalement, c'est un packaging que vous avez abordé comme ça en ayant effectivement très peu de clés de lecture sur une histoire ancienne qui est la leur et peut-être dans un conflit ou dont vous avez évoqué leur histoire commune ou le peu d'histoire que vous aviez en information. Donc. Effectivement, moi, j'ai bien senti qu'il y avait un enjeu familial que je n'ai. Et là aussi, la question, je me suis posé la question jusqu'où je peux. Alors, je trouve pas mon terme, mais c'est pas de la curiosité, mais en tant que professionnelle, de savoir de qu'est-ce qui relève de leur histoire de couple. Il y avait un enjeu, c'est sûr. Il y avait une conjugopathie, il y avait quelque chose. Mais moi, en tant que professionnelle, est-ce nécessaire d'en savoir plus sur leur histoire conjugale? Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans leur histoire de couple? Est-ce que j'ai le droit... est-ce que je ne vais pas trop loin dans leur histoire de couple? Je peux entendre, mais s'ils ne veulent pas me dire, je peux pas... Enfin, je ne suis pas conseiller conjugal. Je les ai orientés vers un conseiller conjugal. Mais... est-ce vraiment respectueux de rentrer là-dedans? J'ai bien senti qu'il y avait eu de la violence, il y avait eu de l'agressivité, qui n'était pas nouvelle, qui ne datait, parce que on m'avait toujours dit c'est la maladie. J'ai bien senti que ce n'était pas que la maladie, que c'était bien antérieur. Et donc, voilà, l'histoire, voilà, on ne va pas refaire l'histoire, et l'histoire était déjà là. Pour répondre juste à votre première question, effectivement, oui, j'ai écouté les uns et les autres sur le projet de vie, mais c'est comme si tout était déjà fait, et que moi, j'avais juste à apporter la place en EHPAD, en fait. Et que monsieur était clairement opposé. Il était bien dans sa maison avec sa femme. Moi, je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est sur un point que je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit en passant qu'ils avaient quitté l'île et ils s'étaient rapprochés de leur fille pour des raisons de santé de la fille. C'est bien cette fille qui est surinvestie. D'accord. C'est celle... donc, il est peut-être possible qu'il y ait une histoire de dette quand même là-dedans, entre la fille auprès de laquelle ils sont allés parce qu'elle avait des problèmes de santé, et puis le moment où c'est eux qui ont des problèmes de santé, quoi. C'est ça. Après, en off, j'ai cru comprendre par le médecin qu'il y avait des fragilités psychologiques chez la fille qui se ressentaient effectivement. Donc voilà, elle a eu des soucis de santé, ils sont venus pour elle. Donc il y avait quand même un donnant-donnant. Et avec un mari infirmier en psychiatrie, donc il savait très bien de quoi il s'agissait, avec lequel je n'ai jamais pu rentrer en contact alors qu'il a été confronté à des gros soucis, voilà, qui a mis à mal le couple en fait de la fille. Ah oui. Et puis ma deuxième question, c'était sur la période pendant laquelle effectivement il y a eu une aide à domicile importante par l'équipe. Est-ce que pendant cette période il y a eu des phénomènes de violence verbale, violence physique dont l'équipe a souffert? Est-ce que l'équipe a souffert en fait des épisodes de démence de ce patient? En fait, il n'y a pas eu d'aide à domicile. C'est-à-dire qu'il y a eu une femme de ménage qui avait été programmée et un portage de repas. Sauf que concrètement, les droits étaient au nom de monsieur. Et très rapidement, monsieur en fait a été extrait du domicile, a été accueilli par sa fille chez elle. Et donc l'intervention a été stoppée puisque l'intervention était pour monsieur. D'accord, elle n'a jamais, jamais vraiment été mise en place. Elle n'a jamais été vraiment mise en place. Ok, j'avais mal compris. Oui.
Quelqu'un a d'autres questions? C'est bon, c'est bon. Allez-y, puis après on pourra peut-être poser, si quelqu'un a une ou deux questions, on pourra aussi ouvrir à Je voulais revenir sur l'épisode de l'hôpital, cet appui que vous semblez chercher. Comment vous l'avez vécu et quelle suite vous avez pu donner en équipe ou pas à cet échec de l'hospitalisation? Est-ce que ça a pu être parlé? Alors moi personnellement, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que j'avais l'impression que ça venait déconstruire quelque chose qu'on avait essayé de construire. Et je suis tombée, voilà, j'ai eu les premiers échos de la fille en me disant mais c'est pas possible, il rentre, il est 15 heures, enfin il n'y a rien eu le temps de faire. J'ai eu l'interne, et en fait la communication n'était pas possible. C'est madame, il veut rentrer chez lui, il a le droit, j'entends et c'est tout à fait normal. N'empêche que je les avais appelés en amont pour donner le contexte, ils avaient mes PPCS, ils avaient le cadre. Et en disant, il faut faire un minimum de choses en un minimum de temps, mais c'est surtout la phrase, il n'a aucun trouble cognitif majeur. Et là, j'ai eu un échange assez... voilà, un échange ouais, pas houleux, mais en disant, mais je ne comprends même pas comment on peut dire ça. Et il n'avait eu aucun soin d'hygiène, il n'était pas en capacité de faire ses soins d'hygiène. Enfin, il y avait quand même des faits objectifs que j'ai dû lui rapporter, mais qu'elle n'avait pas constaté et pas pris en compte. C'est riche, on sent bien votre investissement. Moi, je me pose vraiment une question quand je vous entends. Je vous en mets, mais au fond, est-ce que la parole de cet homme, jusqu'où je dois l'entendre? Est-ce que l'entendre, c'est forcément répondre à sa demande ou à son souhait? Pour moi, c'est une vraie question. C'est la vraie question que je me suis posée, parce qu'on connaît quand même la maladie à corps de Lévy et son évolution. En fait, avec les différents professionnels, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était à une marche encore trop bas. C'est-à-dire qu'il était encore dans une époque où il y avait beaucoup de lucidité, où il était assez autonome. Et en fait, c'est pour ça qu'on voulait encore travailler sur le maintien à domicile, pour se dire, il manquait juste une marche pour, je ne sais pas si j'arrive même à faire comprendre, pour se dire, après, l'entrée en structure serait adaptée. Mais là, il est rentré en secteur fermé, il a été contentionné, ça a été complètement inapproprié, en fait. Et ça a mis en difficulté des équipes soignantes, parce que c'était pas le profil adapté. Ils l'ont pris parce qu'ils ont bien senti la détresse de la famille et les enjeux d'agressivité physique et verbale. Mais en fait, du coup, ce qui est frustrant, c'est de ne pas avoir essayé ce maintien à domicile. Il n'était pas assez dément, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Juste une question, je me demandais, qu'est-ce que lui a pu comprendre et savoir de la pathologie de son épouse, du cancer? Le diagnostic lui a été annoncé? Comment ça s'est passé? Il était au courant, il avait bien compris. Mais une sorte d'apathie, en fait, vraiment on sentait que dans son caractère, il n'y avait pas vraiment d'expression d'émotion. Donc il avait très bien compris, il avait compris les enjeux du maintien à domicile, en voyant que sa femme n'était plus en capacité de. Mais lui était quand même dans le déni de sa pathologie. On a une question dans la salle et puis il y en a une ici au premier rang, Marc. Bonjour, Morgane Lambolé, futur DAC de l'Orne. J'ai une question sur la prise en charge par la fille. Est-ce que monsieur était consentant pour aller chez sa fille? Du coup, est-ce que c'est la fille qui a voulu mettre en échec les aides à domicile, donc le maintien à domicile? Et est-ce que, au final, vous êtes senti instrumentalisé pour arriver dans le but de la famille? Monsieur n'était pas clairement consentant pour aller chez sa fille. Il était consentant pour une nuit. Ça a duré quand même plusieurs semaines. Donc tous les jours, elle se battait pour lui réexpliquer que c'était pas possible, que voilà. Elle s'est mise en vacances, elle s'est mise en arrêt maladie. Elle a tout fait pour pour que le maintien à domicile se fasse chez elle, parce que
Et continuer, oui, à marteler les entrées en EHPAD. Elle appelait tous les jours tous les EHPAD de Saint-Malo. Elle nous appelait tous les jours. Mais dire que dans ces périodes de lucidité, monsieur savait que c'était pas possible de revenir, mais il n'était pas vraiment consentant. Mais pour la fille, c'était protéger sa mère. Alors on a une question au premier rang. Je vais me présenter donc je suis Brodeau. Je suis gériatre de formation, je suis praticien hospitalier et je suis ici parce que je suis président d'une association qui supporte un DAC, le DAC 30 du Gard. Approchez bien le micro. Donc dans cette question-là, je voulais dire deux choses. C'est vrai que la question de la démence à Cordes-Lévy est un problème majeur parce que c'est un problème où la situation est fenêtrée. C'est-à-dire que l'hôpital peut très bien l'avoir vu dans une séquence de bonne apparence et conclure un peu brièvement peut-être et sans tenir compte de vos données d'un état clinique adapté. Donc ça c'est un vrai problème et c'est le problème. Le deuxième problème, ce qui pose aussi, vous avez parlé d'accueil de jour, il est clair que l'accueil de jour doit être spécialisé à ce type de patient. Or, il y a des accueils de jour gériatriques lambda. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a des accueils de jour qui sont spécifiés sur les troubles du comportement des personnes âgées, dont la démence à Cordes-Lévy en fait partie, et probablement un des plus complexes. Ma question est quand même pas là-dessus, sur la question éthique et sur le questionnement. C'est pourquoi aujourd'hui, on réfléchit l'EHPAD comme la mauvaise solution ou la dernière solution. Pourquoi est-ce que l'EHPAD ne peut pas être la moins mauvaise solution dans une situation compliquée et de la gérer, je dirais, peut-être de façon un peu plus positive. Donc cette question, c'est ça aujourd'hui, c'est quelle est la réflexion quand on nous demande un accueil en EHPAD d'un patient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les professionnels le vivent comme un échec et que donc presque une antichambre d'une mort certaine. C'est vrai que quand on regarde l'épidémiologie de la mort après entrer en EHPAD, elle est catastrophique puisqu'on parle aujourd'hui d'une grande majorité des patients qui décèdent au bout de 6 mois d'entrée après l'entrée en EHPAD. Donc c'est vrai que ça pose de vrais problèmes, mais en tout cas, c'est cette réflexion moi, que je voulais poser ici sur finalement dans cette situation, s'il n'y a pas de bonne solution, est-ce qu'il n'y a pas une moins mauvaise solution qui pourrait être l'entrée proactive en EHPAD? Est-ce qu'on peut, Marc, prendre la question de la dame au fond de la salle, je crois, et puis monsieur au second rang ensuite? Après, je vais me faire engueuler. On va dépasser. La dame, au fond, c'est qui? Oui, je ne sais pas, il y a une dame qui est descendue pour demander un micro tout à l'heure. Bah, elle n'est plus là. Non, c'est bon. Alors, on a monsieur au second rang, voilà. Ici, qui lève la main. Présentez-vous brièvement. Non, c'est ce monsieur derrière. C'est vous, hein? Non, au troisième rang, pardon. Oui. Merci, bonjour Philippe Adam, directeur du DAC du Loir-et-Cher. Ma question, j'en remercie l'intervention précédente, puisque c'est vrai que dans la notion du bien, il y a aujourd'hui, et souvent on en parle, peut-être une injonction au maintien à domicile, et c'est pas forcément le bien final. Donc voilà, je partage. Moi, ma question, elle était, est-ce que vous avez essayé dans cette situation compte tenu de l'évolution de la situation de monsieur qui va forcément se dégrader et à un moment donné devoir nécessiter peut-être un placement en institution, et compte tenu de la conjugopathie apparente, d'extraire plutôt madame du foyer, quitte à la rapprocher de sa fille, enfin d'essayer de ce scénario-là. Finalement, laissons monsieur à son domicile, c'est son choix, ça évoluera, donc ça sera temporaire. Et puis faisons un choix d'extraire madame le temps de sa thérapie. Oui, en effet, d'emblée, on a senti que ça coinçait, donc on s'est orienté, concentré sur madame. On lui a proposé plusieurs choses, notamment un studio qui était pas loin de l'hôpital et pour son confort, le temps des chimios. Le jour où elle avait accepté, le jour où elle devait s'y rendre, elle a tout annulé. On lui a proposé un hôpital de jour.
elle manifestait une très grande anxiété pendant ses cures de chimio, et même pendant la première cure de chimio, ça s'est tellement mal passé qu'en fait l'hôpital de jour a demandé à l'hospitaliser 1 ou 2 nuits. Voilà, il y a eu des propositions d'hospitalisation pour madame qu'elle a refusées. Voilà, c'était cancer du côlon avec des effets indésirables qui touchaient sa dignité en fait. Et donc elle ne voulait pas montrer aux autres et qu'elle n'était bien que chez elle pour gérer ces effets indésirables du cancer et de la chimio. Donc il y a eu plusieurs propositions de fait, mais que madame a toujours refusé en disant qu'elle était mieux chez elle. On va donner la parole, voilà, et ensuite on fera la pause. Je vous en prie. Donc, Gérard Mick, neurologue, donc au centre des troubles de la mémoire et cognitifs au CHU de Grenoble. Donc c'est à ce titre que je souhaite apporter juste un sentiment. La place du neurologue est une place qui n'est pas thérapeutique dans ce type de situation, elle est pédagogique. C'est-à-dire elle doit absolument éclairer les professionnels dans leur réflexion sur ce qu'est cette maladie et ses conséquences. Et il s'avère que dans le démence à cœur de Lévy, il y a des conséquences majeures qui, en partie, peuvent non pas expliquer, mais éclairer les questions que vous vous posez. L'une d'entre elles, c'est pas une question de déni, c'est vraiment une question de trouble cognitif. L'autre, c'est la fluctuation, qui est un élément du diagnostic très importante au niveau cognitif et comportemental. Le troisième élément, c'est que cette maladie est pratiquement toujours liée à de forts niveaux d'anxiété qui amènent à des troubles du comportement. Ça, pour partie, ça peut être résolu, pour partie seulement, par des traitements médicamenteux et des approches non médicamenteuses dites complémentaires. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un manque à ce niveau, un manque de, je dirais, d'explication, de présentation à une équipe du social, du médico-social, une équipe d'accompagnement par le neurologue, qui aurait pu à un moment donné éclairer sur ces éléments qui, de toute façon, sont des déterminants, au moins en partie, des déterminants de la situation. Donc je pense qu'une des clés au départ des questions qu'on peut se poser sur les solutions, c'est une démarche de compréhension et de lecture collective impliquant le spécialiste, en particulier le médecin, de façon à ce qu'il y ait une pédagogie sur une pathologie compliquée. C'est une pathologie qui pose de nombreux problèmes, bien évidemment aux neurologues, et à tout le monde, parce qu'elle est très compliquée, et qu'elle est surtout extrêmement fluctuante. Donc on a l'impression que c'était un manque de départ, et que ça fausse en quelque sorte les postures des uns et des autres. C'est un simple sentiment. Je me trompe peut-être, mais voilà. Merci beaucoup.